Bienvenue dans votre émission La Voix de l'Environnement face à Raoul. Face à Raoul revient ce jour avec Stéphane Poufari. Il est le président d'honneur, directeur général de Énergie 2050. Alors, Monsieur Poufari, bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes pratiquement au terme des activités de la COP 27 et au-delà des perspectives qui se dégagent des négociations. Mais pensez-vous qu'on puisse repartir d'ici avec quelque chose de soutenable? Alors, je vais avoir une double réponse. Je suis un peu désolé, mais on est obligé d'avoir une double réponse. La première est, on a quand même avancé. On a avancé sur les pertes et les dommages, de manière certes insuffisante, mais néanmoins, il y a une dynamique qui semble aller vers la création d'un fonds et d'un mécanisme. Alors, on pourra en reparler, mais néanmoins. On a aussi un peu avancé sur ce qu'on appelle le Global Stocktake, le bilan d'évaluation des activités prises par les différents États et la redevabilité par rapport à la trajectoire de l'accord de Paris. Après, il y a eu aussi des petites avancées techniques. Donc j'ai envie de dire, on ne peut pas quantifier la COP que sur ces aspects-là. Il y a eu aussi des points légèrement en progrès sur l'article 6, le 6.2, le 6.4, le 6.8. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est un sujet un peu technique, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de coopération qui vont travailler et qui travaillent sur tout l'aspect commercial, vente, échange du carbone, avec là aussi des questions qui restent encore en suspens, notamment une espèce de boîte pour que certains pays essayent d'ouvrir pour la première fois dans le cadre de l'accord de Paris, qui est la confidentialité de certaines données, certaines transactions, qui posent un vrai problème de fond. Parce que chacun comprend bien qu'ici, tout doit être transparent et en aucun cas, on peut imaginer des choses qui soient conditionnelles et ou qui soient cachées, discrètes. Mais néanmoins, malgré cela, j'ai envie de dire, ça reste évidemment une COP insuffisante. Alors, ceci étant, une fois qu'on a dit qu'elle est insuffisante, malgré ces quelques avancées dans lesquelles j'ai parlé, c'est parce que tout bêtement, n'oublions pas, on a quand même besoin des COP. Je l'ai dit dans un autre entretien que nous avons eu, on a besoin de cet espace d'échange multilatéral, sinon nous n'avons que du bilatéral ou du régional. Et évidemment, il y a un vrai problème de fond derrière, la capacité à mobiliser les États. Alors, pour revenir sur votre question, pourquoi c'est insuffisant? C'est insuffisant parce qu'il y a toujours le débat de l'ambition, qui reste le débat de l'augmentation des engagements pris par les États. Mais ça, j'ai envie de dire, ça pourrait presque être un point secondaire. Le point réel qui est aujourd'hui le plus préoccupant, c'est que chaque fois qu'on parle de la mise en œuvre, on est confronté à une équation simple, c'est comment on va pouvoir accompagner par des mécanismes financiers cette mise en œuvre et comment ensuite on va pouvoir traduire cela pour accompagner les acteurs qui en ont besoin et pas simplement les États, mais évidemment les autres acteurs, les gouvernements locaux ou autres. Et c'est cette granularité des projets qui pose problème, parce que vous l'avez compris, il y a une urgence climatique qui fait qu'aujourd'hui les conséquences de l'adaptation, les besoins en termes d'adaptation et les conséquences et les besoins en termes de pertes et dommages sont significatifs et ne plaident pas pour encore un délai méthodologique de procédure de 4-5 ans. On doit avoir des moyens d'agir aujourd'hui. Et là, c'est très clair que les engagements financiers ne sont pas à la hauteur. Il y a eu des promesses, il y a eu des nouveaux engagements, mais qui sont très clairement insuffisants, même par rapport aux engagements initiaux sur l'atténuation, mais encore sur l'adaptation, même s'il y a eu une augmentation des promesses de certains États, et même si sur les pertes et dommages, on a des pays qui ont décidé déjà de mettre de la finance, on sait qu'elle sera très largement insuffisante, d'autant plus qu'on n'a pas encore les mécanismes de savoir comment on va les répartir et comment on va réagir lorsque des situations de vulnérabilité particulière et notamment au regard des événements extrêmes vont se produire. Donc vous voyez que le défi est très compliqué, mais il y a des avancées et très clairement insuffisantes. Voilà aujourd'hui, on attend la première vraie plénière ce soir aux alentours de 21h, 20h, peut-être 22h, qui va faire le premier travail sur le texte possible final de déclaration, avec toutes les conséquences dont j'ai dit, sachant que beaucoup d'organes subsidiaires techniques et de comités et de réunions ont renvoyé à la présidence ce travail de trouver le mode consensuel qui va ensuite être soumis à l'approbation des États. Et ça, c'est en général soit source de débats très longs, soit source de complexité parce que peu d'accords risquent d'être trouvés. Voilà pour répondre en essayant d'être le plus simple possible. Désolé, mais les sujets sont quand même, somme toute, assez techniques. L'un des faits les plus marquants lors de ces différents COP,
ce sont les annonces. Et les annonces autour des financements. Plusieurs annonces faites par des pays développés en direction des pays en développement pour soutenir des efforts d'adaptation ou des efforts face au changement climatique sont pour l'essentiel, même 10 ans après, beaucoup plus, si on parle sur le cas de Copenhague avec les 100 milliards de dollars, sont toujours sans effet. Alors, quelle lecture vous faites justement sur des approches alternatives à ce phénomène? Alors, c'est une bonne question. C'est une question qui est complexe parce que, très clairement, les institutions internationales qui gèrent ces dynamiques, voire même les États, en fait, très clairement, alors, je vais le dire un petit peu de manière brutale, oui, il y a une certaine tiédeur, pouvoir dire froideur parfois, à mobiliser les engagements qui sont promis. Et pourtant, il y a une foule d'acteurs qui s'engagent dans la mobilisation des financements, et pas simplement les pays, les agences d'exécution, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Il y a vraiment une tonne d'acteurs, voire même les assurances. Et tous ces acteurs, en fait, eux-mêmes ont des engagements qu'ils prennent, voire même le secteur privé qui prend des initiatives. Là, par exemple, rien qu'à cette COP, en parallèle de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la finance officielle dans les différents organes qui peuvent mettre en place des mécanismes pour décliner l'accord de Paris, il y a une foule de nouveaux fonds qui ont été mis en place. Il y a par exemple un fonds des assureurs africains par rapport au risque climatique. Il y en avait déjà d'autres de fonds. Donc il y a énormément de fonds. Et tous ces fonds, c'est vrai que souvent, posent un problème parce qu'ils ne vont pas obligatoirement toujours décaisser l'argent prévu. Et aussi peut-être parfois parce que les procédures d'accès pour les pays ou pour les acteurs restent souvent très compliquées. Et alors là, le paradoxe, c'est qu'il y a même parfois des fonds auxquels les pays ont des droits de tirage privilégiés et qu'ils ne demandent pas ou qu'ils ne mobilisent pas. Donc, il y a tout cet écosystème. Mais néanmoins, vous avez raison, oui, la finance promise, mise sur la table, est souvent, très souvent, insuffisante. Et on l'a déjà abordé, et il n'est pas toujours de la finance de don. C'est très souvent de la finance qui est complétée par d'autres instruments financiers. On a cité les assurances, mais on va citer aussi les prêts. Alors même si les modalités de mobilisation pour les pays sont des prêts souvent adaptés, concessionnaires ou autres, mais néanmoins, oui, l'équation n'est pas au rendez-vous et oui, les engagements des pays ne sont pas au rendez-vous. Alors les questions qui se posent, c'est avec la multiplication de ce qu'on appelle les véhicules financiers. C'est à un moment donné, quelle va être la capacité des pays à les mobiliser, les absorber et quelles vont être les règles de décaissage de ces fonds. Et c'est là où il y a une deuxième complexité. C'est que souvent les pays n'ont pas la compétence et passent par d'autres organes intermédiaires, des agences d'exécution, des implementing partners, qui vont eux-mêmes prendre une part de ce financement pour accompagner les pays. Et c'est là, dans cet écosystème, qu'il y a quand même besoin d'un toilettage ou à minima d'une compréhension de comment mobiliser et aussi peut-être de réaliser que plus de fonds il y aura, plus il y aura de fragmentation de l'aide des États. Et c'est ça qui m'inquiète moi en team d'experts, c'est que quand on crée un nouveau fonds, est-ce que ça va être de la finance additionnelle? Est-ce que ça va être de la finance qu'on va enlever de l'aide au développement? Est-ce que ça va être de la finance qui était sur d'autres secteurs qu'on va reventiler? Et c'est ça qui est la question principale que les États doivent avoir en tête, c'est qu'à un moment donné, on devrait parler de finance additionnelle. Si on a pris des engagements sur l'atténuation, ça ne doit pas diminuer l'engagement bilatéral, les engagements bilatéraux. Si on a pris de la finance sur l'adaptation, même si on a renforcé le fonds d'adaptation, ça ne doit pas être de la finance qui va être après reventilée ou qui va diminuer la finance possible pour les pertes et les préjudices. Vous voyez, donc il y a une équation et il y a un cadre de transparence qui est essentiel. On revient aux besoins de cette transparence portée par le système des Nations Unies pour ce reporting qui doit être un vecteur d'alerte. Et aujourd'hui, oui, la finance n'est pas au rendez-vous. Oui, elle n'est pas à la hauteur des problèmes, notamment d'adaptation. Il y a un rapport qui vient de sortir qui chiffre à plus de 200 milliards de dollars par an, rien que les besoins de plusieurs pays africains annuellement. Et on parle d'enveloppes globales au niveau du continent et même de l'ensemble des pays en développement, d'enveloppes qui sont, en comparaison, totalement marginales. Alors quand on va additionner en plus les risques, les pertes et les préjudices, et puis tous les vrais besoins d'adaptation au prorata du climat qui s'accélère, on voit bien que l'équation n'est pas au rendez-vous. Donc oui, il y a une préoccupation, et oui, c'est un point bloquant récurrent dans les négociations qui bloque la mise en œuvre, en tous les cas qui la retarde. Mais il y a certains acteurs de la société civile qui s'interrogent justement sur ce point assez
récurrent d'insister sur l'argent, en se demandant est-ce que l'argent est suffisant pour arranger le climat. En prenant l'exemple, on dirait un milliardaire qui atteint le cancer terminal. Est-ce que son argent est suffisant pour le sauver? Donc, est-ce que vous pensez que ce débat vers lequel on s'oriente répond vraiment aux attentes visant à inverser la tendance climatique? C'est une très très bonne question, Raoul. Très très bonne question. Et là, je fais un clin d'œil à la structure que je dirige, Énergie 2050, la systémique et les solutions et les possibles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde où la finance, telle qu'on l'imagine dans ses fonds, pourra répondre à la hauteur des défis. Il doit y avoir des partenariats publics, privés et aussi citoyens, du multi-acteur, pour mobiliser les outils et les mécanismes indispensables. Et plus loin encore, c'est ça le paradoxe, parce que cette équation est un bénéfice gagnant pour tout le monde. On ne peut pas imaginer simplement de l'argent qui va descendre pour répondre à ces besoins de résilience. Il va falloir accompagner les gouvernements locaux. Il va falloir aussi démultiplier les opportunités, toutes ces solutions qui existent, et je vais être très honnête, qui existent à l'infini. Nous, dans ma structure, on dit témoigner des possibles avec un S. Ça veut dire qu'on ne fait pas de plaidoyer pour dire on doit, on explique qu'on peut. Et quand on peut, ça veut dire qu'il y a des bouquets de solutions qui vont répondre à l'ensemble des préoccupations. Et ces solutions-là, là, on a une option pour infléchir les trajectoires, accompagnée par une mobilisation des acteurs à décroître leur consommation énergétique et à transformer leur mode de consommation et de production. Par contre, si on ne pense pas à un moment donné à organiser cette grande danse, oui, on va arriver à des chemins avec des chemins bloqués. Parce qu'aujourd'hui, on lutte aussi contre des industries, contre des acteurs qui n'ont pas ces intérêts. Et c'est ça où peut-être il y a une erreur dans la compréhension, c'est que tout le monde ne partage pas cette ambition. Je reviens aux énergies fossiles. Elles nous posent un véritable problème. Elles vont être un cancer, je reprends votre mot, pour l'Afrique. Elles sont un cancer pour nos pays de dépendance, d'absurdité. Elles sont un cancer pour le monde en termes d'émissions. Et aujourd'hui, nos pays n'ont jamais autant exploré et foré et vont bientôt se jeter voracement sur les ressources africaines, qui eux-mêmes vont se jeter voracement sur ces ressources, au lieu de se mettre sur une transition énergétique générée par cette transition climatique bas carbone. Et là, on voit bien qu'il y a un problème, c'est David contre Goliath, mais David doit gagner. Parce que sinon, vous avez raison, on ne pourra pas réparer. Aujourd'hui, si on utilise l'intégralité des ressources fossiles disponibles, notre équation climatique ne peut pas être résolue. Je fais juste un clin d'œil sur les rapports du GIEC, que vous connaissez tous, que vous avez déjà présentés. On peut parler des rapports de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, sur ce qu'on appelle la trajectoire net zéro énergie. On nous expliquait déjà en 2021 qu'il ne devait pas y avoir de nouveaux forages, compte tenu du fait qu'on doit laisser à peu près les 3/4 du stock d'énergie fossile sous terre. Et aujourd'hui, on n'en a jamais autant consommé, ni même autant foré. Et à cela, je rajoute une autre question qu'on aborde très très peu, les questions de guerre. On a l'exemple dramatique de la guerre en Ukraine, mais on a aussi d'autres conflits, et l'Afrique est malheureusement là aussi loin d'être oubliée, mais il y a beaucoup de conflits. Les conflits ont un coût carbone colossal, d'accord? Et non seulement parce qu'il y a un coût de réparation. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, notre société elle est dans une forme de totalement déraisonnée, de surconsommation d'énergie fossile, et puis aussi de destruction de ressources naturelles. Effectivement, mais est-ce que à la fin, pour être dans une analyse assez objective, on ne perd pas du temps, parce que si on regarde même l'accord de Paris avec les CDN que les pays ont proposé, qui était une forme d'engagement pour les pays, et que face à un élément comme juste la guerre en Ukraine, tous les États doivent revenir sur du fossile, face également aux défis économiques. Mais finalement, on va atteindre l'accord par 50 sans solution. Alors, je comprends la question. Je reprends notre flambeau à nous. Je crois que la solution, elle est dans une approche multi-acteurs et sur une transparence. Pourquoi? Parce que finalement, je vais reprendre des mots d'amis africains qui nous disent que l'adaptation n'est pas une option. L'adaptation est une part de la solution. Donc il y a deux choses. Soit notre modèle d'organisation continue dans cette trajectoire et il explose. C'est très clair. La question de la migration aujourd'hui, par exemple,
pour terminer, pour expliquer la logique de la nécessité de sortir de ce tunnel. Aujourd'hui, beaucoup de pays se plaignent et on voit des comportements de pays qui sont assez indignes sur le sujet, mais on a une nouvelle migration qui est climatique. Cette migration climatique aujourd'hui, elle touche plutôt le sud-sud. Les gens l'oublient, elle touche plutôt le sud-sud. Ça veut dire que les gens vont dans des zones déjà survulnérables, dans des zones déjà avec des déficits de planification territoriale, avec des villes très étalées, des villes complexes, des villes qui ont des besoins, des villes très vulnérables et non résilientes. Mais demain, même ces villes-là vont être en surcapacité et ne peuvent pas absorber, ne serait-ce que pour des questions de ressources en eau, de ressources alimentaires ou autres. Donc ces flux de population, on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, on va demander aux gens de rester chez eux et de mourir. Donc qu'on le prenne sur le côté éthique, sur le côté co-développement, sur le côté économique, on a une exigence de réussite. Et je reviens à ces options. Il faut aujourd'hui décrypter pour les acteurs, que ce soit les acteurs gouvernementaux, que ce soit les acteurs des gouvernements locaux, que ce soit pour les acteurs économiques, industriels, en augmentant leur cahier des charges, que ce soit pour la société civile, elle doit être éduquée, elle doit comprendre et elle doit voir les opportunités. Et c'est ça le paradoxe. La transition climatique est un vecteur d'opportunité et de co-développement pour les objectifs de développement durable. Sans cette transition climatique, même parler des objectifs de développement durable n'a plus de sens. Énergie 2050, c'est pratiquement une quinzaine d'années dans les couloirs de la COP, des négociations et autres. Alors, en résumé, qu'est-ce que vous retenez et vers quoi s'orientent vos actions? Alors, c'est vrai qu'on s'est croisés il y a très longtemps. On a déjà un partenariat qu'on va d'ailleurs renforcer très prochainement. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années que le réseau existe et depuis effectivement une quinzaine d'années, on est des acteurs de la mise en œuvre. Alors, on travaille avec des États, on travaille avec des gouvernements locaux, on travaille avec des acteurs non étatiques, on travaille avec évidemment énormément d'acteurs qui peuvent mobiliser les choses comme Afrique Environnement Plus. Pourquoi on travaille sur la systémique du développement. Ça veut dire qu'on prend en compte les nexus, énergie, eau, bâtiment, ville, assainissement, déchets, infrastructures. On travaille sur tous ces sujets pour les décliner et les rendre climato-compatibles, avec évidemment un regard sur les objectifs de développement durable. Alors prenons l'exemple, puisqu'on est ici à la COP, on a accompagné des États à faire leurs contributions déterminées au niveau national. On a accompagné des États à faire des requêtes au Fonds vert climat. On a accompagné des États à faire la mise en place de systèmes de suivi, évaluation de leur volet adaptation. On fait les mêmes choses avec les gouvernements locaux. On a accompagné des gouvernements locaux à mettre en place des stratégies territoriales bas carbone. On a accompagné des gouvernements locaux à mobiliser de la finance climatique ou à mobiliser des projets bancables de résilience et d'adaptation. Et on fait les mêmes choses sur tous les sujets et on a même une activité qu'on partage ensemble qui s'appelle Arts Planet où on mobilise les citoyens autour de l'art pour se réapproprier ces sujets techniques. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on continue à penser que les solutions ont un sens. Et aujourd'hui, les solutions sont là. Donc quand on fait une contribution déterminée au niveau national, on met un moment aussi d'inspiration pour que le pays soit équipé pour pouvoir mieux répondre à sa conditionnalité et mieux attirer les mécanismes de financement et ou de transformation organisationnelle qu'il doit mettre en place sur son territoire pour réussir cette transition pour le bénéfice de ces populations. Donc vous voyez, c'est une granularité sous forme de systémique de puzzle. C'est comme un puzzle et on travaille à des pièces complémentaires. Pourquoi ? Parce que chaque pièce du puzzle, c'est une solution. Et en fait, cette solution, si on est une petite ville, on doit être dans la même capacité qu'une grande ville à la décliner, mais il faut avoir le moyen. Et on veut raccourcir le moyen d'apprentissage pour que les acteurs puissent aller plus vite sur cette transition climatique. Voilà notre vision et nos travaux qui nous ont rendus quelque part un peu tristement célèbres. Pourquoi je dis tristement ? C'est que plus on a de succès, plus ça veut dire qu'il y a des problèmes à régler. Et quelque part, les problèmes, on en a. On est présent dans 70 pays. On a des actions très concrètes sur le terrain. Et on est une ONG, je terminerai là-dessus, totalement indépendante. Nous n'avons pas de subvention de fonctionnement. On travaille projet. On répond à des appels d'offres, on développe des projets sur lesquels ensuite on va chercher des financements avec nos partenaires pour être totalement indépendant et pouvoir être dépendant notamment de toute décision ou pression, qu'elle soit politique ou économique. Et comment est décliné justement sur le plan pratique, dans le cas d'énergie de 2050,
l'accompagnement en direction des pays en voie de développement, notamment comme le continent Alors, je africain? peux prendre des exemples. On a par exemple, alors j'ai parlé de l'accompagnement dans l'élaboration des documents politiques, du cadre réglementaire ou même du cadre financier ou dans le cadre de mise en œuvre. Mais on a aussi des projets, je vais en prendre un très concret par exemple, sur l'environnement construit. On travaille à la fois avec des grandes coalitions, sur échange de pratiques, renforcement de l'innovation, intégration. Mais par exemple en Afrique, pour prendre un exemple, on travaille aussi avec des architectes, des urbanistes. On a une formation depuis 9 ans avec l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, où on forme une nouvelle génération d'architectes, de planificateurs urbains, à considérer la transition énergétique et climatique dans leur pratique. Donc dans l'art de construire, dans l'art d'utiliser des matériaux, dans l'art d'utiliser un aménagement qui va être climato-compatible à l'espace du district, à l'espace du bâtiment collectif ou à l'espace de la planification. Et on fait cela aussi sur des constructions réelles. Par exemple, on a eu des bâtiments au Togo où on a mis des énergies renouvelables, thermiques et électriques, dans des bâtiments avec des enveloppes extrêmement résilientes et très faiblement demandeuses en rafraîchissement, avec un haut confort d'été, avec un haut confort thermique. Vous voyez, donc là, c'est du très concret. Et là, on forme des praticiens qui vont mettre en œuvre ces solutions. Donc on a vraiment un travail de granularité différent en fonction des acteurs, en adaptant le message, qu'il soit politique, technique ou économique, en fonction de la capacité d'agir de l'acteur. C'est ça notre force. C'est qu'un architecte, on va essayer de l'accompagner dans sa pratique. Mais en parallèle, on va travailler aussi avec les initiatives qui travaillent sur les réglementations thermiques. On va travailler aussi avec les filières qui travaillent sur les matériaux traditionnels, qui vont être faibles en carbone et qui vont être plus facilement accessibles et travaillables par les populations locales. Vous voyez, on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est cette force-là qui fait qu'on peut répondre à des besoins et qu'on a beaucoup de partenariats, parce qu'évidemment, on fait tout cela en partenariat. On a un partenariat ensemble, mais on a aussi avec des acteurs de mise en œuvre, des acteurs financiers, parce que c'est cet partenariat qui crée cette espèce d'additionnalité de moyens pour donner la capacité d'agir à des acteurs qui souvent sont démunis face à la complexité de la problématique. Voilà des exemples de comment on travaille sur ces sujets-là. Justement, dans ce sens de partenariat, dans le cadre de la sensibilisation et l'éducation sur la voie de l'environnement, nous réfléchirons justement à implémenter Minute d'énergie 2050 afin de pouvoir, sur le plan scientifique, apporter un certain nombre d'éléments d'information sur ce que le public aura besoin de savoir sur les thématiques des 3 conventions de Rio. Et on en est enchanté, cher Raoul, de ce type de partenariat parce qu'on pense que les acteurs comme vous et toute cette chaîne de valeur du partage d'informations sont des pièces essentielles du puzzle. Je me souviens qu'ensemble, on a travaillé notamment à la création du réseau des communicateurs d'Afrique centrale et d'autres réseaux. Il y a votre merveilleux média Afrique Environnement Plus. Et tous ces sujets-là sont essentiels parce qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent. C'est bien d'avoir le portage politique, mais même le portage politique doit être traduit. Il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent pour pouvoir comprendre quelle peut être leur place dans cette transition. Et ils ont une place. Et cette place, elle a toujours un sens économique, social et environnemental et climatique. Et c'est ça qu'on doit expliquer aux gens pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un message, simplement un rêve collectif, c'est du réel et du quotidien. Et on est enchanté d'être ensemble. Merci, je recevais face à Raoul Stéphane Poufoiré, président directeur général de Énergie 2050. Merci beaucoup et au plaisir.